Bonsoir. D'abord, en préalable, je voulais intervenir dans la suite de ce qu'a dit Madame Belloc, que je soutiens bien sûr dans sa défense de la liberté de l'éducation, monsieur le maire. Je ne suis pas un étudiant de la République, je suis une travailleuse de l'éducation. Et comme mes collègues enseignants, comme l'aurait été sans doute aussi monsieur Paty, nous sommes en colère. Très en colère pour deux raisons fondamentales qui ont fait qu'on s'est mobilisé le 2 novembre et on s'est mobilisé le 10 novembre et on va continuer à le faire. La première, c'est par rapport justement à l'hommage qu'on aurait voulu rendre à notre collègue sauvagement assassiné, Samuel Paty. On aurait voulu effectivement avoir du temps pour débattre avec nos collègues, pour débattre avec les personnels, pour débattre avec nos élèves. On avait normalement 2 heures qui étaient prévues pour ça et 3 jours avant, M. Blanquer nous a dit par voie de presse que ces 2 heures étaient annulées et en nous traitant comme il nous a toujours traités, c'est-à-dire de haut, avec mépris, avec violence. Et il a supprimé ce moment-là que nous avons quand même fait en tant qu'enseignants parce que nous tenons à discuter effectivement avec nos élèves, parce que nous défendons la liberté d'expression tous les jours. Mais effectivement, ce n'est pas ce que fait le gouvernement. Ensuite, la deuxième grande raison que nous avons aussi d'être mécontents par rapport à ce moment-là, c'est qu'on a contraint des collègues à lire une lettre, bon certes de Jaurès, d'un militant socialiste ouvrier, mais dont on a retenu, dont on a enlevé d'ailleurs un passage qui gênait l'institution, et on a laissé une lettre qui se voulait consensuelle, mais qui en fait parlait de la patrie et de toute une série de choses qui aujourd'hui ne font pas consensus, en tout cas chez nous, qui quelque part aussi vont dans le sens d'expressions un peu guerrières et d'union nationale qui sont dites par le gouvernement et par d'autres démagogues, comme on parlait tout à l'heure, qui nous dressent les uns contre les autres, effectivement. M. Darmanin, le premier, parlant de magasins halal et de choses comme ça, au moment où il venait de se passer cet horrible assassinat. Et cela, c'est pas ce que nous voulons, c'est pas ce que nous défendons, et on aurait voulu pouvoir le faire concrètement avec nos élèves sur un temps banalisé, qui a été imposé dans certains endroits par des équipes militantes d'enseignants, mais que l'institution nous a privés. Il faut le dire aussi, de tels événements ne sont pas nés de rien, pas plus que le Bataclan. Tant que la France aura la politique impérialiste qu'elle a dans le monde, quelque part cette politique va répercuter comme un boomerang sur nous, sur les populations ici, et non pas sur les vrais responsables, ceux qui pillent leur pays, ceux qui sont complices de dictature, y compris de l'Arabie Saoudite ou du Qatar, qui sont en grande partie les financeurs des plus intégristes. Donc, effectivement, tout cela, il faut pouvoir le dire, et nous avons eu des injonctions de la part de l'académie, des académies, y compris qui ont reçu des courriers du parquet, leur demandant de faire remonter les moments qui auraient été perturbés dans les minutes de silence. Et vous avez vu qu'on en est arrivé jusqu'au ridicule d'arrêter de mettre en garde à vue des enfants de CM2. Il y a eu 14 dossiers ouverts. Il y a une démagogie qui se fait là-dessus. Voilà, et au lieu d'expliquer et de faire tout ce que vous avez dit, on fait exactement le contraire. On attise les flammes, on essaye de nous diviser entre travailleurs de différentes origines par rapport à une politique qui nous est imposée et qui ne sert que le grand patronat. La deuxième grande raison de mécontentement que nous avons, c'est le protocole sanitaire. Vous le savez tous. On nous dit que le virus est en train de progresser, et c'est une réalité. Nos collègues le voient dans les hôpitaux. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? Nous, les enseignants, on est obligés, comme c'est mon cas, d'avoir des classes dans lesquelles il y a entre 33, 34, 40 élèves par classe, dans 40 mètres carrés, dans des transports bondés, dans des cours, des escaliers, des salles, des cantines, des toilettes, des endroits qui ne sont pas aux normes et dans lesquels on nous oblige à enseigner en présentiel. Nous ne voulons pas travailler en distanciel parce qu'on sait que ça aggrave les inégalités. Mais on est en train en plus de nous obliger de travailler en présentiel sans demi-groupe. Alors le gouvernement a dit, sous la pression de mes collègues mobilisés, qu'effectivement il y aurait des demi-groupes dans les lycées, mais il n'y en a pas dans les collèges, et il y a toujours les mêmes problèmes dans les écoles et partout, du fait qu'il y a un brassage d'élèves pas possible qui se fait, et qui est inadmissible pour essayer d'empêcher la circulation du virus. Donc oui, effectivement, je voulais quand même vous le dire, vous avez parlé des enseignants avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup d'empathie, mais nous les enseignants, c'est des moyens qu'on veut. On va avoir des moyens pour pouvoir enseigner correctement, pour pas avoir des classes à 40,
On va avoir des moyens pour pouvoir avoir nos élèves distanciés, en présentiel, pour pouvoir vraiment nous occuper d'eux. Et pour cela, nous avons besoin aussi de locaux, même s'il faut en réquisitionner. Nous avons besoin qu'on arrête avec le jour de carence, qu'on augmente nos salaires, qu'on arrête avec les épreuves du bac Blanquer, qui sont encore plus inégalitaires que les autres auparavant, et qu'on mette tous les examens à la fin de l'année, définitivement, et effectivement qu'on allège les programmes si on doit alléger les cours. Parce qu'effectivement, si on continue à travailler dans les circonstances avec lesquelles on travaille aujourd'hui, ben on ne pourra pas remplir des programmes tels qu'ils étaient prévus au départ. Je pense qu'il est important que vous entendiez la colère des enseignants, parce que les enseignants, ce ne sont pas des petits soldats du confinement. On ne va pas travailler et se taire et admettre de faire le contraire de ce que nous voulons faire et de ce pourquoi nous faisons ce métier. C'était ce que je voulais dire en préambule. Ensuite, concernant le budget, il y a pas mal de choses qui ont été dites par M. Pegas, que je ne reprends pas. Je voulais juste rajouter, concernant, donc, excusez-moi, j'ai quelques problèmes d'informatique. Concernant donc, le budget lui-même, donc les prévisions dans le cadre du PLF de 2021 en discussion au Parlement sont effectivement inquiétantes. Ça a été dit en termes de croissance, de déficit et d'endettement au niveau national, et forcément ça va répercuter au niveau local. Dans le document, il est dit que la situation n'était déjà pas au beau fixe avant la réforme fiscale, qui n'est pas favorable à la ville et ne le sera pas pour déterminer sa dotation de péréquation. La revalorisation indiciaire des bases et des locaux sera très faible. Elle va passer de 150 000 € en 2020 à 25 000 en 2021. L'engagement de l'État n'est pas assuré au-delà du premier trimestre 2021 pour la dotation de soutien à l'investissement local. La dotation de croissance et de solidarité est stable, mais comme ça a été dit, elle peut baisser. Les dépenses de fonctionnement, et logiquement surtout celles liées à la protection sanitaire, ont augmenté de 250 000 € par rapport à l'année dernière, et personne ne peut dire, ça a été dit, jusqu'à quand. Les emprunts, même renégociés, pèsent sur la commune, qui devra s'en acquitter lourdement jusqu'en 2028, surtout pour le plus important, et jusqu'en 2040 pour les deux autres. Ça a été dit aussi, aucun soutien financier n'a été accordé à par l'État pour que les collectivités puissent faire face aux dépenses sanitaires, pour compenser les pertes de recettes fiscales liées à un ralentissement économique qui n'en finit pas. Pour les jours qui viennent, donc, on ne peut être qu'inquiet. Ce n'est pas le cas des fortunes du CAC 40 qui ont au contraire plus que bénéficié des aides fiscales du gouvernement durant la pandémie, un rapport est sorti là-dessus d'ailleurs, sans parler des milliardaires encore plus nombreux et riches. C'est pour leur profit que les Sanofi, Airbus, Renault licencient, pour augmenter les dividendes de leurs actionnaires, favorisant la spéculation en bourse. C'est eux qui ont été arrosés d'aide pendant qu'1 million de personnes supplémentaires ont basculé depuis la crise sanitaire sous le seuil de pauvreté, s'ajoutant aux 9,3 millions déjà existants. C'est ainsi que dans une commune comme Lormont, le taux de pauvreté est de 29%. Il est de 38% à Castillon-la-Bataille, de 39% dans les quartiers de la politique de la ville à Bordeaux. Que des associations, comme ça a été dit, comme le Secours Populaire ou la Banque Alimentaire, ont vu leur nombre de bénéficiaires augmenter de 45% depuis le confinement, dont beaucoup de nouveaux venus, des CDD, des saisonniers, des auto-entrepreneurs, des artisans, avec à Bordeaux le nombre d'étudiants bénéficiaires multiplié par 6 depuis mars. 8 millions de personnes recourent à l'aide alimentaire contre 5 millions habituellement, et ça continue. Le RSA, qui était stable depuis 2016, explose de 9% depuis mars et devrait atteindre les 2 millions d'allocataires. Cette situation, ça a été dit, ça va s'aggraver. La Banque de France confirme un taux de chômage au-dessus de 10% en 2020, puis de 11% dès le premier semestre 2021. Situation d'autant plus grave qu'aujourd'hui, sur 6,3 millions de personnes sans emploi, seulement 2,6 millions touchent des indemnités chômage. Face à cette situation, les gouvernements et les classes dominantes n'ont qu'une politique: la relance à tout prix des profits par un océan de dettes qui ne fait qu'aggraver la situation globale. Cela fait des années que l'État distribue des milliards aux entreprises au nom de l'emploi. Ainsi, le CICE mis en place par Hollande a atteint jusqu'à 18 milliards par an en 2016 pour n'aboutir au maximum que 160 000 emplois créés, soit 130 000 € par emploi et par an. Un beau cadeau pour les grandes entreprises. Les 100 milliards du dernier plan de relance évoqué comme une solution dans le document s'ajoutent aux 470 milliards d'euros du plan d'urgence déployé au début de la crise. Cette politique de subvention, d'exonération ou de cadeaux fiscaux aux grands patronats ou plus riches prend une nouvelle ampleur. Grâce à elle, la bourse se porte bien, encore mieux.
Le magazine Forbes a révélé que la fortune des milliardaires dans le monde a augmenté de 25% pour atteindre plus de 10 000 milliards de dollars fin juillet 2020 grâce au plan de relance des gouvernements. C'est ainsi que les plans de licenciement se distribuent pour alimenter le casino boursier. D'après le ministère du Travail, entre mars et septembre, il y a eu 394 PSE prévoyant 57 000 licenciements contre 249 PSE avec 18 500 licenciements sur la même période l'an dernier. Les APD et les APLD pour licencier ou baisser les salaires se multiplient. Le gouvernement vante que ce pognon de dingue, comme dirait Macron, va ruisseler sur les emplois. Il ne ruisselle que sur les comptes des banques. Pour une véritable réforme fiscale au service des travailleurs, des petits entrepreneurs, artisans et non de la finance, il faut que le monde du travail ait le contrôle sur un système bancaire unique sans prenant au capital. Il lui faut imposer aux grandes fortunes comme celle et aux grandes entreprises comme celle de la pharmacie d'œuvrer pour le bien public en ouvrant leurs livres de compte, et il faudra même les exproprier si elles ne suivent pas. Face à une pandémie mondiale, le bien public ne peut pas rester entre des mains privées. Malgré le confinement, les travailleurs de la santé ont manifesté pour cesser d'être les premiers de corvée, obtenant une prime insuffisante, non également distribuée. Alors non, les aides à domicile d'A2S33 ont fait grève et manifesté le 29 octobre pour ne pas voir leurs conditions de travail se dégrader encore. Elles se battent encore pour une prime de 1 000 € que le département ne leur a toujours pas versée, alors qu'elles étaient au chevet des personnes âgées et malades durant le confinement et après. Mardi 10 novembre, je le disais tout à l'heure, plusieurs écoles étaient fermées à Lomont, tout le personnel étant en grève parfois. Les enseignants du lycée Elifor ont fait valoir un droit de retrait, un droit d'alerte, certains le droit de retrait d'ailleurs, ont obtenu des demi-journées banalisées pour discuter d'un hommage à Samuel Paty non détourné au service du gouvernement et pour un vrai protocole sanitaire pour que les lycées arrêtent d'être un lieu de diffusion du virus. Voilà, tout cela signifie des discussions, ça signifie des liens, des luttes communes entre les travailleurs, ou avec ou sans emploi, avec ou sans papier, dans les entreprises, embauchés, précaires, privés d'emploi, avec la population. Voilà ce que je voulais vous dire. Simplement pour dire que ça ne va pas vous étonner de ma part, moi j'ai toujours été au LPA pour un budget décidé, non seulement débattu mais décidé par la population, et qu'on sache par exemple que s'il faut vraiment construire un central politique qui va coûter 15 € de l'heure, par exemple, moi je pense que je ne vais pas être contre le fait qu'il y ait 120 000 € qui soient à la disposition, disons, d'initiatives de la population. J'ai une expérience de la démocratie à un moment assez limitée. Là, j'ai pas beaucoup de réunions où la population pouvait vraiment prendre la parole et décider. J'ai eu des réunions où il y avait beaucoup de prises de parole effectivement municipales et très peu de débat avec la population. Moi, je pense surtout qu'il faut vraiment que la population s'organise elle-même pour ses besoins, et comme je l'ai dit tout à l'heure assez longuement, donc je ne reviens pas, je suis vraiment pour un budget contrôlé, décidé par les travailleurs de la population, donc je vais rester. Pour revenir sur cette affaire de masques, parce qu'on nous dit que les masques sont un geste barrière super important, et dans les nouveaux protocoles que nous avons eu à la rentrée dans l'enseignement, on nous a dit il suffit d'avoir un masque, vous pouvez être entassé, mais du moment où vous avez un masque. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais depuis la rentrée de septembre, mes collègues en particulier du primaire ont dû se battre contre les masques DIM, que cette société multinationale avait imposé, avait fait vendre et fait distribuer à nos collègues, et qui se sont avérés trop toxiques. Et nos collègues avaient beau dire que c'était toxique, on ne les écoutait pas, et finalement, après les vacances de novembre, hop, plus de masques DIM. On s'est rendu compte qu'ils disaient vrai. Et dans le même sens, je voulais quand même vous rappeler, je pense que vous le savez, mais dans la même idée des enseignants qu'on n'écoute pas, c'est même pire que ça. Il y a 4 collègues à nous qui ont été sanctionnés dans un lycée de Mel, donc c'est vraiment pas le haut lieu de la vie des classes. Ils ont été sanctionnés lourdement la même semaine où il y a eu l'assassinat de Samuel Paty. Ils sont passés en conseil de discipline pendant 7 heures chacun, et ils ont été condamnés à des suspensions sans traitement pendant 15 jours, mutation d'office en TZR, blâme et rétrogradation d'échelons, donc des sanctions très lourdes. Tout
simplement pour être opposé aux E3C qui ont actuellement été annulés. Et nous exigeons donc des enseignants la suppression de ces sanctions contre ces collègues qui ne faisaient que faire leur travail en essayant de faire respecter la sécurité pendant les épreuves de passation de 3C l'année dernière. Donc les masques devraient être gratuits pour tous. On se demande même pourquoi il faut des masques pour les enfants tout petits. Il y a des interrogations là-dessus. Je ne vais pas lancer le débat, mais on peut penser que le gouvernement a voulu faire un peu de zèle en disant qu'il faisait un protocole vraiment en mettant des masques aux petits, mais en fait, comme rien d'autre n'a changé, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a un protocole sanitaire qui soit en place. Donc, des masques gratuits pour tous, parce que pour des familles défavorisées, avoir des masques, acheter des masques comme une fourniture scolaire, comme nous a dit M. Blanquer, eh bien non, c'est une dépense considérable. Et des masques protecteurs, pour tous, en particulier pour les personnes qui travaillent très près d'enfants et très près d'handicapés, dans les ULIS, dans les classes inclusives. Nous avons des personnels qui pendant très longtemps n'ont eu aucun masque parce qu'ils n'étaient pas de l'éducation nationale et pourtant ils travaillent au plus près d'enfants qui sont autistes, qui les touchent, qui leur parlent, ou alors il n'y a plus d'humanité possible. Donc des masques, oui, des masques gratuits pour tous, c'est ça qu'il faudrait